ici Hello Biblio et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des lectures que j'ai fait récemment. Il y a un peu de tout, il y a du manga, de la BD et des romans, donc on commence tout de suite. Je vais commencer avec un roman, mais pas n'importe lequel, c'est un SP, un service presse que j'ai reçu de Héloïse Michaels. Je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos. J'avais déjà lu des choses d'elle avant, donc là elle avait proposé de faire un partenariat sur sa première romance qu'elle allait lancer, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai postulé, j'ai été prise et donc j'ai reçu en e-book sa première romance et je l'ai lu en avant-première le mois dernier et il vient tout juste de sortir, il est sorti le 14 février, une romance pour la 14 février, la Saint-Valentin, ça tombait parfait au niveau de la com, t'es au top Héloïse. Sinon, si je vous parle de cette lecture, c'est parce que je l'ai lu en SP et c'est aussi parce que je l'ai lu. Et, disclaimer, je l'ai adoré. Alors, rien à voir avec le fait que ça soit un SP et donc du coup, voilà. Elle a dit, vous pouvez faire des chroniques, dire ce que vous voulez, voilà. On n'est pas obligé de la glorifier et tout et tout. D'ailleurs, dans ma chronique, dans les critiques que je lui ai mis sur Amazon ou sur Babelio et tout, il y a quelques points négatifs si c'est pas... Enfin, c'est pas des gros points négatifs pour moi, mais pour certains, ça peut l'être. C'est l'histoire de Joseph, un joueur de hockey universitaire. Donc, on est... Alors, je sais plus on est où. Je sais plus si on est aux États-Unis ou au Canada, enfin bref. Hockey sur glace, c'est un bon sportif, mais il est un peu l'antithèse de le cliché du sportif, justement, parce que malgré qu'il adore le hockey et qu'il en fasse une hygiène de vie pas possible, il est pas fêtard, il est pas que tard, il est pas omnibulé par le sport au point de ne pas avoir d'autres envies et d'autres débouchés. Par exemple, il adore la littérature et lui, il sait devenir enseignant, entraîneur sportif. Donc voilà, il fait en sorte d'avoir un bagage, des diplômes, et voilà, il n'est pas aussi bête que ses pieds comme un cliché d'un sportif. D'un autre côté, on a une jeune femme, Elisabeth, qui, elle, adore la littérature, elle fait des cours de littérature, enfin voilà, son dada, c'est la littérature, et elle déteste les sportifs, malgré que sa petite sœur vient tout juste de rentrer, malgré qu'elle soit lycéenne, je crois, oui, lycéenne, sa petite sœur vient de rentrer dans l'équipe de hockey de son université, donc elle va encore devoir côtoyer des sportifs, et c'est pas ce qu'elle aime le plus, très clairement. Elle va finir par rencontrer Joseph, et une histoire d'amour va se éclore. Alors, que dire de cette histoire? Eh bien, j'ai adoré. Je l'ai littéralement dévorée. J'ai bien aimé. La plume est très fluide. L'histoire est intéressante, mais pas, on va dire, exceptionnelle. C'est une romance, ça marche très bien, c'est très fluide. Bon, le gros critique que je peux faire, c'est que c'est assez prévisible. Il n'y a pas de gros rebondissements comme certains adorent avoir. Là, vous n'en trouverez pas, hein, ça va droit au cœur, c'est simple et efficace. Moi, c'est ce que j'aime bien, parce que vous voyez, ça a très bien fonctionné. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, des fois, comme je vais vous parler après d'un autre roman que j'ai lu qui m'exaspère à cause de ça. Donc voilà, j'ai bien aimé, les personnages sont très bien traités, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai dévoré en quelques heures, l'écriture est top, c'est assez fluide. Les personnages, j'ai un énorme coup de cœur. Bon, Elisabeth m'énerve beaucoup. Mais alors Joseph, bon, à part son prénom qui m'exaspère, parce que franchement, autre ça aurait été beaucoup mieux. Mais je trouve que ça fait très vieux Joseph, c'est pour ça que j'adhère pas à ce prénom. Mais sinon, le personnage, son comportement, son caractère, sa mentalité, mais tout est parfait quoi. C'est un book boyfriend parfait. Franchement, c'est ce que je mets dans tous mes coms quand je dois faire une critique sur elle. C'est que le gars, il a une mentalité et un comportement qui me fait du bien. Après voir toutes les dark romances passées là, où les gars sont des connards pas possibles. Voir une romance où le mec est respectueux, attachant et tout ce que tu veux. Oui. Donc voilà, si vous voulez une romance doudou qui vous fait du bien, qui apaise votre petit cœur, je vous conseille à 100% Okeyplayer. Allez voir, vous pouvez acheter sur Amazon, mais je crois qu'il y a un autre site aussi, je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve, où vous pouvez l'acheter aussi. Donc voilà, allez-y, foncez. Alors, l'autre livre que je me taisais pour pas en parler, que j'ai lu, c'est
Itinérance Game tome 3 qui vient juste de sortir et que tout le monde adore, que c'est une super vibe. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune fille, Evry, qui va hériter comme par magie d'un milliardaire qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. En revanche, pour hériter de lui, elle va devoir vivre dans sa maison pendant 1 an. Et dans cette maison, il vit ses petits-enfants, ses enfants qui, eux, sont déshérités puisque c'est à elle que va revenir toute sa fortune. Autrement dit, il va falloir qu'elle survive dans cette maison pendant 1 an pour pouvoir hériter de la fortune que les autres auraient dû hériter. Voilà, c'est un peu ça le délire de base. Et évidemment, il y a 4 petits-fils, tous aussi beaux et intelligents les uns que les autres. Bref, un peu comme... c'est un peu le même délire que les héritiers de Erin Watt. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est dans ce délire-là. Sauf que c'est... Moi, déjà, Evry est agaçante. Dans ce tome 3, encore pire que d'habitude. Le protagoniste masculin, j'avais envie de lui arracher les yeux. Le triangle amoureux, j'avais aussi envie de lui arracher les yeux. L'autre personne qui vient faire le méchant, nanana, j'avais envie de... En fait, à trop vouloir faire de rebondissements, c'est ça que je reproche à Itinérance Game, c'est que ça en devient prévisible. Parce que j'avais ma meilleure amie qui lisait chez elle le livre et qui en audio me disait qu'elle était énervée par le comportement d'un tel et d'une telle et d'un tel et d'une telle. Et moi je l'avais pas encore lu et je dis pourquoi il se passe ça. Et elle me dit je te le dirai pas. Et quand j'ai lu je fais ah oui en fait il se passe ça. Donc j'avais vraiment tout prédit le scénario avant de le lire. Donc c'est prévisible parce qu'à force voilà, de vouloir créer du suspense, du rebondissement et tout, on sait ce qui va se passer. Et donc c'est usant, les personnages, personne ne fait ça dans la vraie vie, ils sont énervants, il y a des petites incohérences au niveau des ressentiments, des caractères, des nanani nanana. Ça a été une lecture très pénible pour moi. Je sais qu'il y en a plein qui adorent et tant mieux pour eux, hein, mais pour moi ça a été très compliqué. Quand je l'ai fini j'ai fait basta, on passe à autre chose. Voilà. Et là, j'ai une petite surprise. Parce que j'ai lu une lecture que j'avais pas prévue sur le coup, mais que ça s'est fait comme ça. J'ai lu Guild, la saga des reines, je sais plus, enfin bref, je vous mettrai de cette manière-là. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est enfermée dans une cage. C'est une réécriture de Midas, le roi au toucher d'or. Donc c'est une jeune femme qui est ce qu'on pourrait appeler très clairement... c'est la favorite du roi, tout simplement. Elle fait partie de son harem et il a plein d'autres pouliches dans son harem. Donc on rentre dans l'univers avec cette jeune fille qui est la favorite, qui est particulière parce qu'elle vit littéralement dans une cage en fait. Il a tout aménagé son château en fonction de la cage de cette jeune fille pour qu'elle ait aussi un peu comme les lions dans les cirques, là vous voyez, ils ont aussi des grosses travelles là pour traverser de leur cage au centre de la piste du cirque. Et ben elle c'est le même délire, elle a plein de petites cages partout et des couloirs de cages pour pouvoir passer d'une pièce à une autre, enfin bref. Voilà, et du coup, cette jeune fille est très heureuse de sa situation, elle est en cage, elle est clairement une prostituée, la favorite du roi, et elle est très bien comme elle est, parce que elle a un statut au-dessus des autres pouliches, qui sont des pouliches royales aussi, mais elle, c'est la favorite. Donc en plus d'être dans une cage, en fait, c'est qu'elle a une situation particulière, puisque le toucher de Midas, de son roi, est un toucher qui peut permettre de dorer les choses en fait. Quand il touche les choses deviennent en or. Il peut le faire avec toutes les matières visiblement, et il peut aussi le faire sur les êtres humains, et il l'aurait fait sur elle. Elle est littéralement en or. Les cheveux, les yeux, les ongles, les mains, le corps, enfin elle est en or. Elle est vivante mais elle est en or. Bref. Et donc ce qui fait que c'est une créature extraordinaire, et que c'est aussi un peu, comment dire, le clou du spectacle pour que Midor montre sa puissance. Il montre qu'il a sa favorite est en or. Tous les rois ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de choses extraordinaires chez lui. Et donc voilà, c'est ça un peu le thème de l'histoire. Et du coup, quand j'ai commencé à rentrer dans l'histoire, il a fallu énormément de temps. Je dirais bien qu'on passe les 25 voire les 30 premiers pourcents. Puisque elle est dans cette mentalité
de gros syndrome de Stockholm, très clairement. Elle est très contente d'être là où elle est heureuse, elle aime son roi et elle veut lui faire que plaisir et elle ne pense que à lui et absolument pas à elle. Le fait qu'elle soit enfermée, ça ne la dérange absolument pas, elle lui trouve tout le temps des excuses, enfin bref. On a un gros syndrome de Stockholm pendant les 30 premiers pourcents et j'étais sur les nerfs et après ça va beaucoup mieux, franchement la mentalité de la personne évolue, les choses évoluent, il y a une reprise de la situation en main, ça évolue et je dis ouf, parce que j'avais très peur, hein, je me suis dit putain si je m'embarque dans ça pendant je sais plus combien de pages, ça va être très long, mais au final je suis contente parce que l'histoire c'était plus une introduction, une très longue introduction, mais pour comprendre l'évolution justement du personnage. Et j'espère d'ailleurs qu'elle va continuer à évoluer. Parce que là, le tome 1, je reste un petit peu sur ma faim. On m'a promis de la romantaisie. Et non. Très clairement, là, c'est une grosse introduction pour une quête héroïque. Elle passe par différents stades. Mais pour le moment, la romance... Bon, je la vois très clairement venir parce que l'arc, les lignes sont assez faciles à deviner. Mais pour le moment, dans ce tome-là, en tout cas, la romance, on n'y est pas. Donc voilà, c'est une bonne lecture, mais je souhaite lire la suite pour avoir un avis plus approfondi. Vous voyez, c'est comme Akotar, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit... J'ai lu le tome 2 et j'ai commencé le tome 3 et je me suis dit « Ah, il y a des mieux quand même !» Donc là pareil, je vais laisser une chance au tome 2 et au tome 3 pour voir si je pourrais avoir un avis encore plus poussé. Parce que pour le moment, je dirais que c'est un gros tome d'introduction et que l'histoire, on l'attend encore. Voilà. On continue dans les romans que j'ai lus. Eh bien, j'ai lu Passe Miroir, tome 4. Ça y est, j'ai fini cette saga. Alléluia, alléluia. Donc voilà, j'ai fini la Passe Miroir, j'ai lu le tome 4. Pour ceux qui connaissent pas, la Passe Miroir, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un pouvoir particulier. Quand elle touche les objets, elle peut retracer en gros la pensée ou le ressenti de l'ancienne personne qui a touché cet objet, voire du propriétaire, enfin bref, elle peut lire les objets et elle a un deuxième pouvoir, elle peut aussi traverser les miroirs. En gros, les miroirs lui permettent de se déplacer de miroir en miroir, de pièce en pièce, d'endroit en endroit, de lieu en lieu. Bref. Et cette jeune femme va devoir se retrouver mariée. Il y a un mariage arrangé entre deux tribus, sa tribu à elle, d'Anima, et la tribu du pôle Nord, de Thorn. Et voilà, il va y avoir un mariage arrangé, mais clairement... Ce n'est pas le genre idéal, c'est le mec froid qui compte tout, comptable, hyper distant, hyper pas sympa, enfin bref, c'est le gars que t'as pas envie d'épouser. Et donc du coup, elle va se retrouver à devoir faire ce mariage arrangé avec ce type-là et de s'accommoder, en gros, de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça et de se rendre compte qu'il y a des complots dans les complots et donc de réussir à, un peu à la Game of Thrones, à réussir à se dépatouiller son épingle de tout ça. Et du coup... Comment vous dire que j'entamais le tome 4 avec une certaine joie pour une fois, puisque le tome 3 se finissait plutôt bien. On avait enfin une relation qui commençait à se créer entre les deux personnages, deux protagonistes, et qui allait dans le bon sens. Tome 4, on fait un peu de marche en arrière pour retourner, voilà, ça me... En gros, la structure de l'histoire aurait pu être beaucoup plus épurée. Je comprends que derrière, l'auteur a voulu créer toute une histoire, toute une musique. Enfin, mais moi ça m'a perdu. Au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol de découvrir de secret en secret, de complot en complot, de machin en machin. J'en avais marre. Je veux bien avoir des rebondissements, des trucs, je dis ah mais oui bien sûr, ok, mais là c'était trop. Franchement, plus ça va, plus je me rends compte que justement j'aime bien les choses qui sont simples, où tu peux avoir des rebondissements, mais des choses où t'as pas besoin de toujours faire la surenchère. Et là en ce moment c'est ce que j'ai un peu l'impression, que ce soit avec Itinerance Game ou là avec la Passe Miroir, c'est surenchère. Mais au bout d'un moment, moi je sature et puis je dis stop, très clairement. Donc j'ai fini la Passe Miroir. Phénomène littéraire que ne sera jamais dans mon top, franchement. Je trouve que c'est une histoire qui est bien, mais voilà. J'ai préféré La Faucheuse, par exemple, que j'ai lu en fin d'année dernière, très clairement.
Voilà, si vous avez aimé, tant mieux pour vous, mais pour moi c'est pas le cas. Ensuite, j'ai lu des BD aussi. J'ai lu La Lumière Noire. C'est l'histoire d'une jeune chorégraphe d'une trentaine d'années, ouais à peu près, je crois qu'elle montre à avoir cet âge-là, qui était au summum de son art, mais qui là, elle arrive, elle a un gros burn-out, en gros, elle n'arrive plus à créer, elle sait plus ce qu'elle doit faire, post-Covid et tout. Donc elle se remet beaucoup en question et sa meilleure amie, pour lui remettre un petit peu du baume au cœur, elle va l'emmener à un gala de danse d'une école en Belgique, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, pour voir des jeunes danseurs avec la niaque et tout, lui donner la pêche, l'envie de se remettre à la danse. Donc elle va y aller et elle va avoir un coup de foudre professionnel et amoureux pour un jeune danseur justement qui est dans cette école et qui s'avère être un immense fan d'elle, mais il n'ose pas lui dire au premier abord. Donc il y a toute une relation qui va se créer comme ça, à la fois de mentor à élève et à la fois d'amant, d'amis, d'amant. Et c'est vachement intéressant parce que les deux ont des conceptions totalement différentes des choses. Lui a en gros une dizaine d'années de moins qu'elle. Elle est très en mode... comment dire ouais, elle veut bosser, faire les choses comme elle l'entend, nanani nanana, elle est très indépendante et elle veut que tout soit fait comme elle l'entend. Et lui, il aime la danse, mais il se demande s'il n'y a pas des choses mieux à faire, parce qu'à l'heure actuelle, on a des problèmes d'écologie, on a des problèmes sociaux, on a énormément de choses, donc il est dans une association et il se demande si finalement la danse c'est bien, mais ça réglera pas les problèmes. Et donc lui, il s'investit de plus en plus dans une assoce. Et en même temps, ils sont en train tous les deux de monter un spectacle, un duo. Et donc, il y a une hiérarchie qui se fait entre les deux parce que c'est elle la star, c'est elle la personne connue. Et en même temps, elle se nourrit de lui, elle a besoin de lui pour avancer. Et lui se rend compte aussi de ce décalage-là entre les deux. Donc, c'est une histoire hyper intéressante. Et franchement, j'ai beaucoup aimé justement les messages que ça renvoyait. La quête de soi, se questionner sur... même si c'est la chance de sa vie, est-ce que ça vaut le coup de mettre d'autres choses de côté pour ça? Enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont traités dans cette histoire et j'ai beaucoup aimé, donc je recommande. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, elle est top. Autre BD que j'ai lu Pucelle, tome 2, c'est confirmé, je crois, le sous-titre. C'est... alors je crois que c'est autobiographique, hein, si je me trompe pas, de l'autrice. C'est peut-être pas du tout, hein, mais c'est l'histoire en tout cas d'une jeune femme et qui traverse l'adolescence. Donc elle a un lieu particulier, c'est une famille très catho, très classique. Elle a une jumelle, elle a un petit frère. Sa mère est mère au foyer, catho croyante et pratiquante. Son père, il a un boulot, je sais plus trop quoi, mais après il va être... donc elles sont mutées en Guadeloupe, et puis dans le tome 2, là justement, elles sont en Guadeloupe une grosse partie, mais après elles reviennent en France parce que le boulot de son père fait qu'il a été muté et tout. Mais c'est surtout une grosse question justement sur l'adolescence, sur la sexualité, sur les règles, sur l'avortement, et tout ce qu'elle a vécu en fait, et très clairement, il y a plusieurs pages où j'étais en mode... ça te fait grincer les dents parce que c'est pas ce que je souhaite pour n'importe quelle femme en fait. La vie que ce personnage-là a une vision de la sexualité qui est très pauvre et très catho, encore une fois. Elle a été dans une école catholique, donc elle a eu des messages en me disant que l'avortement c'était un meurtre et tout, nanani, nanana. Enfin bref, que le sexe c'est sale, qu'il faut pas se toucher, enfin, bref, voilà, il y a des messages comme ça qui ont été véhiculés dans son adolescence et dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, elle fait plein de disclaimers, l'auteur, et c'est très bien de ne pas juste raconter l'histoire sans dire attention, ça c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est pas forcément ce que je pense, c'est encore moins ce qu'il faut promouvoir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si c'est une lecture qui m'a fait grincer des dents et qui m'a dérangée parce que voilà, je me dis si un jour j'ai une fille, je ne veux pas qu'elle vive ça. Je veux qu'elle sache qu'elle a le droit, que c'est pas sale, que c'est naturel, que c'est normal et qu'elle a des droits et voilà. Donc c'est une lecture qui m'a beaucoup questionnée et qui justement, enfin pas qui m'a questionnée, mais qui m'a confortée dans certaines choses et je me suis dit c'est pas normal et je veux pas que ça arrive. Voilà. Pour être clair,
Cette jeunesse-là, c'est tout ce que je ne veux pas pour toutes les femmes du monde. Ensuite, j'ai emprunté à ma médiathèque 3 mangas, mais c'est une suite en fait, le tome 1, 2, 3 de Moriarty, que j'avais vu passer sur la chaîne de Tiboudoubou. Si vous ne connaissez pas, c'est Moriarty, le méchant dans les histoires de Sherlock Holmes, le plus grand détective du monde entier. Je pense que bon, vous connaissez, il est assez célèbre quand même. Et justement, il a un antagoniste. Et l'antagoniste, c'est Moriarty, c'est le plus grand, le génie criminel par excellence. Et donc là, on a l'histoire, mais de son point de vue à lui, et comment il est né, comment il est devenu celui qu'il est. Et dans le tome 3 et dans le tome 2, on a aussi du coup la rencontre avec Sherlock Holmes et de voir les liens qui vont se tisser entre eux. Et c'est hyper intéressant parce que ça donne un autre point de vue de l'œuvre. Ça crédibilise le personnage. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, comme Thanos par exemple. C'est un personnage, c'est un méchant certes, mais derrière il y a un raisonnement et il y a une logique qui est implacable. Le raisonnement de Thanos, c'est qu'on est trop nombreux dans l'univers, donc au bout d'un moment, il faut écrémer, sinon l'univers ne tiendra pas le choc. Un peu comme nous, notre planète, on est trop nombreux sur Terre. S'il n'y a pas des maladies, des pandémies ou des guerres, au bout d'un moment, on va être trop nombreux et il va falloir soit faire quelque chose, soit la planète, de toute manière, va se retourner contre nous. Et Thanos a cette même logique et c'est pour ça qu'il décide de tuer la moitié de l'univers pour que, en gros, la surpopulation ne tue pas les planètes et qu'on puisse vivre entre guillemets décemment. Et c'est un choix qui est logique, qui est implacable, mais qui, au niveau du cœur, fait énormément mal parce qu'on se dit on sacrifie la moitié de l'univers, c'est quand même énorme. Il y a des milliers et des millions de personnes et là c'est pareil. En gros, c'est une logique implacable qui montre que la hiérarchie du monde est très néfaste parce qu'il y a en gros, en haut, les riches qui se gavent et qui vivent dans un luxe pas possible, pendant qu'en bas, la population crève de faim. Il a une logique implacable, Moriarty, c'est que lui, il va mettre son génie criminel au service de la populace, un peu comme un Robin des Bois. Lui, son but, en fait, c'est de faire des crimes qui vont impacter les nobles. En gros, il veut détruire la noblesse pour que le monde soit meilleur. En gros, c'est ça. Sa devise. Et donc on voit tout ce qu'il va mettre en place pour y arriver et c'est hyper intéressant et hyper enrichissant parce qu'on voit aussi justement comment il va rencontrer Sherlock Holmes et comment il va essayer de le rentrer dans ses plans à son insu et du coup c'est un truc de ouf et j'ai beaucoup aimé et dès qu'on aura la suite je le lirai avec beaucoup d'empressement. Mais pas dans une logique de waouh, c'est trop génial, les gars ils sont trop beaux, pump it up et tout. Non, c'est vraiment dans une logique justement de plus psychologique en fait, de comprendre le raisonnement de la personne et les choix qu'elle fait monstrueux. Dans certains, il y a des choix qui sont horribles, mais qui sont faits avec une logique implacable en fait, juste. Et voilà, c'est horrible, mais en même temps, c'est compréhensible. Donc voilà, j'adore ça, comprendre ce genre de psychologie. Donc j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez ça aussi, tout ce qui est la criminologie, la psychologie et tout ça, franchement, cette saga, elle est top pour ça. Alors, sur une dose un peu plus légère, j'ai aussi lu Love Mix Up. Je suis deg parce que j'avais trouvé que le tome 1, et donc ok, mais j'ai vu qu'il y en a 3-4 qui sont sortis, et donc du coup je vais absolument savoir la suite. Du coup, Mix Up Love, en fait c'est l'histoire de ce jeune homme, là, aux cheveux châtains, hein, qui est amoureux de cette jeune femme, qui elle est amoureuse de ce gars-là. Donc, cette jeune femme va prêter pour un de ses contrôles sa gomme à ce jeune homme, puisqu'il en a besoin, et sur sa gomme, il y a écrit qu'elle aime Ida. Donc, il va se servir de la gomme, et à la fin du contrôle, la gomme va tomber. Et Ida, qui est juste devant, va ramasser la gomme et va se rendre compte qu'il y a écrit Ida avec un cœur sur sa gomme. Gros malaise. Donc, ce jeune homme va comprendre que ce jeune homme-là est amoureux de lui, alors qu'ils s'entendent bien, ils sont dans la même classe, ils sont potes, mais vite fait, en fait, ils sont camarades.
Et donc il va se remettre énormément en question s'il doit accepter ou pas la déclaration d'amour de ce jeune homme ou pas. Il se pose énormément de questions et c'est très intéressant. Lui en même temps n'ose pas lui dire que c'est pas sa gomme, que c'est la gomme de elle, puisqu'il est amoureux d'elle, mais il veut pas en gros, comment dire, la blesser en avouant son secret, alors que si elle est pas prête à avouer ses sentiments, elle est pas prête. En gros il se passe au second plan, il préfère que lui croit qu'il est amoureux de lui, plutôt que de devoir trahir le secret de celle qu'elle aime. Bref. Et ce triangle amoureux fonctionne pour le moment du feu de Dieu, parce que du coup, se dessinent d'autres triangles amoureux, d'autres intrigues amoureuses, et c'est hyper intéressant. Et la relation qui se crée entre ces deux personnages va évoluer et est intéressante. Parce que, alors, elle est à la fois intéressante et à la fois un peu des disclaimers en mode... dans ce genre de situation, ça ne peut pas arriver à tout le monde et il faut mettre des gros guillemets. Une sexualité qui peut être fluide, ça existe, mais c'est pas tout le monde. Et j'ai trouvé justement à la fois rafraîchissant que ça soit fait de façon toute simple en fait, qu'il se rend compte qu'un mec l'aime et du coup il se demande si potentiellement, ben oui ou non, il en sait rien. Et à l'inverse, pareil, celui-là qui est amoureux d'une fille et qui très clairement dit qu'il peut pas être amoureux de lui parce que c'est un garçon et qui petit à petit ses sentiments vont changer. Mais c'est qu'un seul tome. Et c'est ça qui me pose le problème en fait, c'est intéressant comme conception de la sexualité et tout, mais en même temps ça me pose problème parce que en fait ils se mettent pas d'étiquette, donc ça c'est un gros plus, mais à ne pas mettre d'étiquette, il y a un certain malaise. Je sais pas comment expliquer ça, mais je savais pas vers où on allait en fait, parce qu'il y a certains moments où tu fais des grands pas dans leur relation et tu fais des grands écarts en mode attendez là, j'ai là tout compris. Il y a pas 2 secondes, il est en train de dire qu'il aimait elle et puis maintenant il va se mettre à aimer lui. On explique. Donc voilà, l'histoire est intéressante et dès que j'aurai assez de sous, parce que là j'ai trop dépensé, je vais m'acheter de la suite pour voir justement où veut aller l'auteur et comprendre ce qu'il en est de cette histoire d'amour. Et franchement, je la recommande. Elle est choupie, elle est pas très grosse, hein, c'est un manga tout simple, mais je veux comprendre où va en venir l'auteur. Donc si vous avez déjà lu la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est moi qui n'ai pas trop compris ou si c'est l'histoire qui est faite comme ça justement pour montrer qu'il n'y a pas d'étiquette, que c'est fluide, qu'on peut changer d'un genre à un autre sans se poser de questions, nanana, d'accord. Mais j'ai hâte d'avoir votre avis. J'ai lu un essai, donc je suis contente. Parce que je m'étais fixé comme objectif d'en lire de plus en plus et d'en lire au moins un par mois. C'est pas toujours possible et c'est pas toujours réalisable. Donc là je suis contente, ce mois-ci, checklist. J'ai lu Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes. Tout un programme. Et oui, quand je lis un essai, c'est en général un essai féministe parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Donc voilà. Je l'ai vu passer sur plusieurs comptes, dont celui-là de Thibaut, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous voyez ce petit marque-page là ? Ça délimite, pas là où je suis lu, parce que je l'ai lu en entier, ça délimite pour moi la partie qui n'est clairement pas du féminisme et toute la partie qui est du féminisme. En gros, il y a une 60aine de pages où elle nous raconte son adolescence, mais plus d'un point de vue de la dépression et du burn-out, et où il n'est clairement pas question de genre. Il y a 250 pages, donc les 60 premières, ça fait quand même une grosse introduction, et je trouve ça dommage en fait, parce que c'est long, 60 pages, quand ça parle pas du sujet auquel tu t'attends à lire, quoi, tout simplement. Et j'ai failli abandonner. Et au final, je ne regrette pas de ne pas avoir abandonné, parce que la suite est très intéressante et très vraie et parfaite. Mais le début, les 60 premières pages, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi c'était là et ce que ça apportait. Après, c'est un côté très biographique, autobiographique, donc peut-être que pour elle, c'était important qu'on comprenne qui elle était pour pouvoir après parler, mais j'y ai pas trouvé d'intérêt. Par contre, les 200 dernières pages, oui, avec un grand
haut. C'était très intéressant, très percutant, très réaliste. Franchement, je déteste écrire sur les livres, mais si j'étais une adepte de ça, il y a plein de passages que j'avais envie de surligner en disant « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai !» Qui n'a pas vécu ça, ou n'a pas quelqu'un dans son entourage qui a vécu ça, et c'est horrible. Donc, franchement, je recommande vivement, si vous aimez justement parler de sentiments de colère, de féminisme, de discrimination, d'agression, voilà. Tout ça, ça en parle. Mais le petit bémol, c'est que voilà, les 60 premières pages, pour moi, sont hors sujet. Si on était dans une disserte, voilà, en cours, c'est hors sujet. Donc, j'ai bien aimé et je le recommande parce qu'il est intéressant. Donc voilà, je vous ai fait le petit bilan de ce que j'ai lu récemment. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi de mes lectures, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. Ça aide vachement, que ce soit au référencement ou que ce soit pour mon petit cœur. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous.